Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et Digiteka, avec pour partenaires médias CB News, Redcard, le CPA et pour partenaires opérationnels Smile Wanted et Vinmiser. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Le brand content est-il compatible avec le programmatique ? D'après le site definitionmarketing.com, le brand content est le terme anglais qui désigne les contenus produits plus ou moins directement par une marque dans une logique de marketing des contenus. Le terme français équivalent au brand content est le contenu de marque. Le brand content désigne généralement des contenus éditoriaux, vidéos d'expérience, conseils, tutoriels vidéo, articles pratiques, forums, reportages, etc. Ceci est proposé sur Internet, sur des supports papier ou en télévision. Cette technique de production de contenu sponsorisé nécessitant un contexte éditorial pour une efficacité marketing et publicitaire optimale est-elle compatible avec une diffusion publicitaire programmatique orientée vers une audience plutôt que vers un environnement de contenu ? Pour en discuter, Johanna Merinac d'Orange Advertising, Daniel Beau de Cali Canty, Christophe Danet de Digital Makers, Romuald Quin de Digiteka. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est de plus en plus important pour certains éditeurs, mais aussi de plus en plus important pour les annonceurs qui développent de plus en plus des contenus de marque, d'où le sujet d'aujourd'hui, le brand content. Et la question qui se pose, c'est est-ce que le brand content est compatible avec le programmatique, qui est une diffusion publicitaire automatisée suite à une transaction automatisée. Et pour la première question, Johanna, je vais te demander de prendre la parole et je te remercie d'être ici. Est-ce que le programmatique dans le cadre du brand content, c'est un risque ou une opportunité ? Merci Michel. Écoute, déjà avant de répondre, on peut se poser la question de quels sont les avantages et les inconvénients du programmatique. En avantage, c'est vrai que le programmatique offre la possibilité aux marques de pouvoir faire de l'audience planning, de pouvoir vraiment cibler de manière très précise une audience en particulier, et aussi également en parallèle de pouvoir faire du reach, de la diffusion massive de manière à grande échelle auprès de de pouvoir acheter de l'impression à moindre coût. Donc c'est vrai que le programmatique a ce rôle en fait d'amplification. Après, côté plus risque, je dirais, ce qui est aujourd'hui, en tout cas à date, en termes de programmatique, ce qu'on peut supposer, c'est que finalement, le programmatique, il y a un manque de maîtrise en fait, du cadre de diffusion. Du contexte dans lequel, on peut être diffusé et un manque aussi de maîtrise aussi de la brand safety. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même importantes pour les marques. Donc voilà, c'est vrai que maintenant, pour en venir il y a eu des scandales justement avec YouTube sur le terrorisme et la pédophilie. Donc c'est vrai que c'est important pour les marques de prendre en compte vraiment les avantages et les inconvénients du programmatique. Surtout et particulièrement dans la question qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le brand content, où finalement tout dépend du type de contenu, quelle est la stratégie de contenu et quel est le contenu. Donc en effet, pour certains cas, je pense que le programmatique peut être une vraie opportunité et vraiment peut jouer un rôle d'amplification du contenu des marques. Merci Johanna. Christophe, ton avis sur le brand content dans le programmatique, risque ou opportunité ? Moi je pense que c'est un peu les deux, mais c'est surtout un gros paradoxe entre une industrialisation du marché qui a été initiée avec le programmatique, c'est-à-dire qu'une manière générale, on standardise tout, d'accord ? Et l'histoire que les annonceurs veulent raconter à travers un contenu, un storytelling, qui nécessite une adaptation assez forte et assez spécifique. Donc il y a une sorte de paradoxe entre ces deux éléments-là. À première vue, puisqu'on n'a pas l'impression même que les choses soient compatibles, on veut faire toujours du sur-mesure, on veut toujours donner la meilleure image parce qu'on veut raconter une histoire qui se différencie des autres et le mettre dans un environnement qui soit adapté. Et voilà. En revanche, le programmatique pourra apporter énormément d'informations pour justement venir nourrir cette histoire et ce storytelling, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Mais a priori, c'est d'abord un gros paradoxe entre les deux. Merci Christophe. Romuald, ton avis ? Alors pour moi, ce n'est pas un risque.
Sinon, déjà, je ne suis pas sûr que je serai là. Mais dans un premier temps, ce qui va être important dans une campagne de brand content, ça va être la création. Et c'est vrai que le brand content doit apporter quelque chose. Si je prends l'exemple d'une marque comme Leroy Merlin, le brand content doit apprendre à monter un lustre. Si je prends l'exemple de Red Bull, le brand content doit permettre de susciter une émotion. À partir du moment où la campagne de brand content passe pour une publicité déguisée, alors là, il peut y avoir un retour consommateur qui va être très compliqué. Ensuite, le programmatique va permettre de renforcer l'efficacité du brand content en permettant de connaître sa cible, en permettant de s'adapter à son environnement de diffusion, de bien maîtriser toute la chaîne. Et du coup, en vrai, pour moi, ce n'est pas un risque parce que l'automatisation ne doit pas être synonyme de standardisation du message. Merci Romuald. Alors nous avons la chance d'avoir Daniel Beau. Pour ceux qui ne le connaissent pas, tu es considéré comme l'un des spécialistes du brand content en France. Donc le programmatique, c'est assez nouveau. J'allais dire, dans l'univers que tu connais très très bien, le brand content. Est-ce que pour toi, de ton point de vue, c'est un risque ou une opportunité, cette automatisation de la diffusion et de la transaction? Clairement une opportunité. D'accord. Parce que un des enjeux clés du brand content, c'est qu'il soit vu. Et le programmatique est une des modalités de diffusion et de promotion du contenu. Et pour que ça fonctionne, il faut que le programmatique soit une invitation à découvrir, c'est-à-dire une invitation à découvrir des contenus. Et je pense même que le brand content est une opportunité pour le programmatique, parce que beaucoup de messages programmatiques sont assez pauvres, assez inintéressants, assez mécaniques, alors que le contenu, il offre une palette de matières tout à fait passionnante. Pour moi, le modèle d'utilisateur du programmatique, c'est Feed, la marque de nourriture avec de la poudre et en barre. Et quand on regarde la diversité des messages que pousse Feed concernant sur les différents réseaux, on a une belle illustration de comment on fait du contenu intéressant. Alors merci Daniel, parce que ça me permet d'enchaîner avec la seconde question. Tu parlais de découverte de contenu et que c'était la principale opportunité qu'offrait le programmatique pour toucher la bonne audience au bon endroit. Alors justement, quel type de contenu de marque sont, d'après vous, particulièrement adaptés au programmatique, Johanna? Alors finalement, tous les contenus qui sont plus adaptés au programmatique sont ceux qui ne nécessitent pas forcément d'avoir un écrin ou en tout cas d'avoir une caution d'un média en particulier. Je prends un exemple de marque de luxe, potentiellement, ils vont aller naturellement se tourner vers un Vogue.fr. Pour reprendre les exemples que Romuald a cités juste avant, c'est vrai que le programmatique peut s'adapter un peu plus à du contenu type Help, qui sont des contenus très explicites, qui sont des fiches explicatives ou du tutoriel. Leroy Merlin, comme on le disait juste avant, a développé énormément de vidéos tutos et va utiliser le programmatique justement en cas d'audience planning pour pouvoir aller justement promouvoir son produit ou son service auprès d'une audience en particulier. Donc là, on est vraiment dedans et dans le côté très tuto et très en phase avec son audience. Et parallèlement, sur la partie reach, comme je le disais tout à l'heure, où vraiment le programmatique peut aussi avoir un rôle d'amplification, c'est vrai qu'on a le cas avec Red Bull, qui a fait un buzz total avec sa vidéo. Et justement, quand il y avait Félix Baumgartner qui avait été lancé, en tout cas de la stratosphère, il y a eu un buzz tel que le programmatique pouvait être un levier complètement pour eux. D'ailleurs, ils l'ont certainement activé. Et j'ai envie de dire que là, il y a eu vraiment, en tout cas, un earn extrêmement puissant versus le paid qui était certainement initié dès le départ. Donc voilà, vraiment, tout dépend vraiment des contenus, soit à grande échelle ou soit de manière très ciblée en audience planning, avec une mise en avant du produit, du service, avec l'audience en face. Merci Johanna. Christophe, ton avis? Moi, je rebondirais sur un point de Daniel qui disait le côté découverte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les contenus peuvent s'adapter à partir du moment où ils jouent le jeu de l'invitation à découvrir un contenu, à vraiment travailler cette histoire sur une durée pas éphémère. Donc, il y a aussi cet aspect d'entretenir vraiment le sujet. Et c'est là où, finalement, quand on sait qu'aujourd'hui, en programmatique, les formats sont beaucoup plus standards, alors par rapport à ça, c'est là où l'histoire qu'on va raconter, l'invitation à la découvrir, doit passer parfois par des formats un peu exceptionnels donc, sur le sujet. Moi, je pense qu'en termes de contenu,
le programmatique va servir, je dirais, la deuxième vague dans l'initiation. C'est-à-dire qu'on peut faire du display classique et branding sans faire pour autant du programmatique. En revanche, ce que le programmatique va pouvoir permettre de recueillir comme information dans la collecte de données issues de la campagne, est-ce que les gens ont cliqué, sur quel contenu ils ont cliqué, peut venir à affiner la stratégie de ciblage ou de personnalisation d'un dispositif ou d'une histoire qu'on va raconter. C'est-à-dire que je le vois plus comme un élément, je dirais, prolongateur par ces temps qui courent du bronzage par rapport au Festival de Cannes, par exemple. Mais on a plutôt ce genre de phénomène. Donc en termes de contenu, tous les contenus peuvent s'adapter. Il faut bien partir d'une véritable histoire et surtout pas tromper le lecteur. Merci Christophe. Romuald, ton avis sur les contenus de marque, quel type de contenus de marque sont particulièrement adaptés au programmatique? On a pas mal parlé de contenu, du coup je vais prendre un peu le parti du format. Et c'est vrai qu'une des limites du programmatique, c'est d'être adapté uniquement à certains formats. Mais c'est vrai qu'en parlant de brand content, on a l'audio, le native, la vidéo qui se prête bien au jeu du brand content. Et la vidéo que je connais particulièrement bien. Et particulièrement intéressant déjà parce que c'est un format qui est plébiscité et qu'aujourd'hui 63% des internautes regardent au moins une vidéo par jour, ce qui a doublé en un an. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Et ensuite la vidéo est un format qui permet de susciter une émotion et justement de faire ce fameux storytelling. Et dernier point, c'est qu'en vidéo, le brand content peut avoir plusieurs formes. On l'a dit un peu, les lives, les tutos, les web-séries. Donc il y a une grande variété de possibilités. Mais encore une fois, il faut voir ce qui est possible de faire dans les canaux programmatiques. Merci Romuald. Daniel? Je rebondis sur le sujet de la vidéo parce que plus que la vidéo, ce que permet le digital, c'est le multimodal. C'est-à-dire l'articulation vidéo, fixe, information, texte, etc. Et donc, pensons ça aussi. Après, concernant l'opportunité que représente le programmatique, je dirais que comme c'est une invitation à découvrir, il faut soigner le teaser. Donc le premier type de contenu à diffuser dans le programmatique, c'est les teasers, c'est les bandes annonces qui vont donner envie d'aller sur la page d'atterrissage. Ensuite, la page d'atterrissage, à partir du moment où elle n'est pas sur le site où a été diffusé le message de teaser, il y a totale liberté en termes de création. Et puis j'insisterai sur un troisième point, c'est que du point de vue de la nature des contenus, on s'aperçoit que ce qui fonctionne particulièrement bien en programmatique, c'est la culture produit, c'est des pages produits avec des explications. Donc je donnais l'exemple de Feed tout à l'heure. Feed, ils ont des dizaines et des dizaines de contenus. Ça peut être un champion sportif qui va expliquer comment il a utilisé Feed pour se nourrir au quotidien. Ça peut être simplement une recette sur comment on mélange la poudre avec de l'eau pour réussir son déjeuner Feed. Donc c'est ce genre de contenu-là, produits ou services, qui sont particulièrement efficaces en programmatique. C'est ce qu'évoquait Johanna tout à l'heure, notamment avec le Roi Merlin entre autres. Tout à fait, et parce qu'ils n'ont pas trop besoin de contextualisation. Ils sont en eux-mêmes une information intéressante. Merci Daniel. Johanna, tu voulais rajouter? Je pense que c'est une vraie valeur ajoutée, en tout cas, pour l'audience, de répondre à un besoin ou d'avoir quelque chose qui, en tout cas, ait une vraie valeur ajoutée. Donc, ça met vraiment en avant la marque, son produit, son service. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que le programmatique peut être, en tout cas, bien adapté. Alors, Johanna, je vais te laisser la main pour la troisième question. Et cette troisième question, c'est justement quel type d'offre aujourd'hui de brand content, qui soit proposé par les éditeurs essentiellement, par des plateformes aussi, quel type d'offre de brand content peut-on trouver aujourd'hui sur le marché? Alors moi, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, oui, puisque forcément. Tu représentes Orange Advertising. Exactement. C'est vrai que nous ne sommes pas une marque média. Nous n'avons pas de rédaction avec des centaines de journalistes derrière. Néanmoins, en tout cas, en revanche, nous avons vraiment des vraies forces aujourd'hui à apporter aux marques dans les opérations de brand content. Déjà parce que voilà, nous sommes une marque forte avec un ADN très poussé sur l'innovation telco, sur le divertissement parce que nous sommes distributeurs télé, aussi parce que nous sommes au cœur des familles et des foyers. En parallèle, on a beaucoup de reach. On a 25 millions de clients. On touche à peu près 10 millions d'internautes par jour. Et on a une granularité data. D'ailleurs, on vient de lancer notre data marketplace il y a 2 mois. Et puis, on a cette différence aussi par rapport à des pure players, c'est qu'on est dans un écosystème phygital. C'est-à-dire qu'on peut monter des opérations de brand content à la fois en digital, certes, mais aussi en IP télé. Donc, au sein duquel en fait, on peut imaginer des opérations de brand content. Et on va même plus loin puisqu'on peut imaginer des opérations de brand content même en physique, puisqu'on a 27 Smart Stores, donc des boutiques Orange qui peuvent accueillir des marques dans le cadre d'opérations 360 brand content.
Merci Johanna pour ces précisions concernant l'offre Orange Advertising. Qu'en est-il de tes observations, Christophe, sur les offres? Je ne vais pas te faire un panorama de tous les formats parce que je pense qu'on y sera encore dans plus de 20 minutes, ce qui n'est pas ton sujet. Non, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une très grande diversité d'intégration dans du contenu éditorial, c'est-à-dire on parle des formats natifs qui sont assez insérés, c'est-à-dire on sort du contexte publicitaire qu'on connaît tous. Qui, avec les adblocks, est un vrai sujet. Et on essaie de s'insérer dans le contenu du site en question, de l'éditeur. Donc, ça nécessite de la part des éditeurs un déploiement de formats assez spécifiques qui peuvent prendre plein de formes. On parlait de l'audio, on parlait de la vidéo, on parlait du texte. Il ne faut pas l'oublier, hein, il est quand même référent là-dessus sur le sujet, en termes de référencement non plus. Donc il y a cet aspect-là, et aussi la diversité des supports. Johanna a parlé d'IPTV, j'aurais pu aussi parler du mobile, qui est un vrai sujet de contextualisation, hein, de format, hein, parce qu'à la limite, on peut considérer l'usage du mobile et des formats comme un élément qui peut faire partie de l'histoire et qui, en programmatique, est relativement assez présent. Donc on a ce genre Donc il faut travailler aussi les formats dans la représentation à la fois technologique, mais également, je dirais, omnicanalité, c'est-à-dire capacité par rapport au consommateur, la manière dont il va se déplacer dans les différents lieux de contact avec la marque. Que ce soit sur le mobile, ou que ce soit sur sa tablette, ou sur son... Selon les usages. Voilà, ou en digital, etc. Exactement. Ou carrément en magasin. Tout à fait. Ça, c'est des aspects qui sont importants. Merci Christophe, merci Johanna. Romuald, ton avis sur les types d'offres, ton observation en ce qui concerne les offres pour le brand content? Alors déjà, il y a pas mal d'agences spécialisées qui fleurissent sur le marché. Il y a beaucoup de médias qui font des offres de sponsoring. Et ensuite, il y a pas mal de studios aussi qui se créent plus côté publisher et sur les entités de monétisation et qui se développent avec des idées créatives qui vont se rapprocher de la ligne éditoriale du publisher qu'ils gèrent ou qu'ils représentent. Et ça fait sens. Et ensuite, on peut le faire via association au contenu, en faisant du ciblage contextuel effectivement pour coller au mieux au contenu, à la DCO, du sponsoring ou des formats du type Lean Content d'AdWays qui va permettre finalement d'ajouter un overlay ou une pastille directement sur le contenu et non pas sur une publicité. Si j'illustre avec un exemple, le Tour de France démarre bientôt. On a un sponsor Leclerc. Leclerc pourra rajouter directement des bons de réduction devant le débrief du Tour ou le live du Tour pour arriver à faire vraiment sens. Et c'est là où ça devient efficace. Merci Romuald. Daniel, ton observation sur les offres brand content aujourd'hui sur le marché? Alors effectivement, il y en a beaucoup. Moi, j'insisterai sur 3. Il y a le discovery content, c'est ce que fait Outbrain en faisant des propositions éditoriales sous forme de petites pastilles en bas des pages. Le pré-roll, je pense que le pré-roll est malheureusement beaucoup trop souvent utilisé pour de la pub classique. Est-ce que ce n'est pas dû au temps imparti? Non, on peut tout à fait mettre des pré-rolls. D'ailleurs, on peut se permettre de mettre des pré-rolls plus longs quand ils sont intéressants, si c'est des reportages. Parce que c'est beaucoup plus intéressant de savoir comment utiliser un barbecue que de savoir s'il faut l'acheter ou pas l'acheter. Très intéressant. Donc le pré-roll. Et la troisième chose que je dirais, c'est que du point de vue de la mise en page, pour qu'un contenu soit vraiment intéressant et bien mis en valeur, il faut qu'il soit dans un rail, donc dans un fil. Donc c'est pour ça que les GAFA notamment sont bien placés sur LinkedIn, Twitter ou Facebook, parce qu'ils ont tous des fils d'infos où les contenus des marques sont mis de la même valeur que les autres contenus. Donc tu disais donc discovery content, pré-roll et fil d'actualité d'une certaine manière. Exactement, les fils d'infos. D'accord. Ok, donc on va dire que pour toi, ce sont les 3 leviers ou en tout cas les 3 produits qui permettent de bien mettre en avant le brand content. Oui, après il y en a plein d'autres. Bien sûr, mais on va dire ceux que tu as retenus. Google, les liens sponsorisés, bien sûr. C'est aussi un moyen, on n'est pas uniquement pour promouvoir des choses commerciales, on peut promouvoir Tout à fait, des services. Christophe. Juste sur un point de Daniel, effectivement, l'adaptation au format est important. Je vais citer juste un exemple, c'est quand Snap crée les stories. La verticalité a refait son apparition. C'est-à-dire on voit on était dans le 16-9e et là on est dans le 9-16e. Donc cette verticalité aussi est une manière, parce que la prise de vue, quand vous filmez à l'horizontale et à la verticale, c'est pas la même chose. Donc il faut aussi, et si vous mettez vos films à l'horizontale dans une stories, vous voyez un tiers de la scène. Donc ça aussi c'est un autre aspect aussi que les formats impactent
l'histoire, c'est la manière dont on va raconter. Et on voit aujourd'hui beaucoup de synergies entre ces formats-là, les GAFA et autres là-dessus, parce que justement, ils ont su créer des nouveaux formats. Les stories, c'est quasiment un format ex nihilo. Pas encore IAB, mais bon. Alors c'est marrant parce que ma question était sur les offres et on est arrivé au format et on en parlait à travers effectivement ton observation Daniel. Donc je recommence et je repose la question peut-être, mais c'est toujours bon de se répéter quand on veut acculturer nos auditeurs. C'est quoi pour vous les formats programmatiques les plus adaptés pour diffuser du contenu, Johanna ? Il y en a beaucoup. C'est vrai que le display, le native qui fonctionne très bien ou le pré-roll sont des formats qui fonctionnent très très bien, que nous activons nous dans les contextes, en tout cas et les opérations de brand content, à la fois au sein de l'écosystème Orange, mais aussi en extension d'audience sur de la first party data qu'on peut activer. Après, c'est important, je pense, dans les formats de pouvoir mettre en exergue le fait que le format dépend aussi du contenu qu'il y a derrière. C'est-à-dire que vraiment, si je suis sur de la vidéo tuto, je pense que le pré-roll a sa vraie légitimité. Et puis après, il y a un autre point, c'est que finalement, tous ces formats ont une vocation, c'est de générer du trafic qualifié. Donc là, c'est de pouvoir répondre aux KPIs et répondre en tout cas aux KPIs qui nous sont fixés, je dirais, ou qui sont fixés par les marques dans le cas d'opérations de brand content. Merci Johanna. Christophe, ton avis ? Moi, j'aurais tendance à dire que pour en avoir fait pas mal, c'est souvent de détourner les formats de leur première fonction origine. C'est-à-dire que le pré-roll est intéressant, effectivement, mais comme on va habituer, je dirais, l'internaute à cette rhétorique, finalement, à cette manière de... En fait, on finit par être moins visible. C'est-à-dire le spectre de l'attention est un facteur important. On a parlé de la découverte, quelque chose de fondamental dans l'aspect de découvrir les valeurs de la marque à travers toute une histoire. Et je pense qu'il y a un côté, je dirais, comment surprendre, donc trouver le bon format. En fait, il n'y a pas de bon format, il y a les formats qui correspondent à une histoire. Et si je peux le détourner ou détourner le format de sa fonction originelle, pourquoi pas. Et c'est là où ça va avoir un peu plus d'impact, parce que finalement, on va attirer l'attention plus fortement. Donc le format fait partie intégrante du storytelling, de l'émotion qu'on va faire passer. Très bien. Voilà. Merci Christophe Romuald. Oui, déjà pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que l'histoire est différente suivant le format. Donc du coup, il doit y avoir vraiment une intégration en adéquation parfaite. Ensuite, moi j'ai pas mal parlé des formats. Du coup, je voulais aussi parler du message. Et effectivement, j'aurais envie de donner 3 idées finalement pour avoir une création pertinente. La première, c'est d'intégrer la data, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais dans le cœur du processus créatif, afin justement d'adapter son message, d'avoir une créa au bon moment, comme peut le faire des marques de la food comme Côté Sushi. Ensuite, une deuxième idée, c'est justement de faire de l'interaction, de rendre l'expérience interactive, encore une fois, comme peut le faire AdWays avec ses ad selectors, où finalement c'est l'utilisateur qui va choisir à la fin d'une histoire. Et enfin, la dernière idée un peu plus logique, c'est tout simplement d'être original, de surprendre et de donner envie. J'ai envie de parler des 2 rappeurs qui cartonnent en ce moment, c'est PNL avec une stratégie de com très léchée, pas d'interview, pas de featuring, des temps de parole très courts. Pas que le deuxième c'est Jul. Non, mais je vais parler des 2 frères du coup, ils sont 2. Pas d'interview, pas de featuring, des prises de parole très courtes mais très fortes. Et justement cette pluralité média avec du street marketing, de la vidéo, de l'affichage, et pas uniquement en 16/9, mais avec des panneaux qui font 10 sur 10. Donc c'est vraiment... avec du physique aussi, à travers leur opération avec Uber, etc. Leur opération avec Uber aussi, qui crée, tu parlais d'expérience, qui crée une expérience supplémentaire et qui rajoute de l'émotion et une adéquation, en tout cas une appétence pour ceux qui vivent ces expériences. C'est ça. Et du coup, ça a créé l'interaction entre les fans. On en parlait aussi tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ils ont aussi fait beaucoup de teasers, justement pour amorcer ces phases de communication qui vont être très courtes. Et du coup, ça rend le brand content encore plus efficace. Tu me parlais de 2 rappeurs, c'était qui le deuxième ? C'est PNL, mais ils sont 2, c'est des frères. Ah d'accord, ok, groupe, très bien. Désolé. Non, mais je pensais que tu allais parler de Jul, puisque pourquoi je fais référence à Jul, il y a une très bonne newsletter qui s'appelle The Conversation, qui est une newsletter qui est, on va dire, rédigée par un certain nombre d'experts, qui fait une comparaison entre la stratégie marketing de PNL, comme tu viens de la faire, et celle de Jul. L'un est très haut de gamme
et l'autre est très mainstream. Et c'est extrêmement intéressant de regarder un petit peu, et justement le brand content est intégré directement dans ces deux stratégies, de voir comment le rap, ou en tout cas un certain nombre d'artistes, mais également de sportifs, exploitent extrêmement bien le brand content, y compris dans l'univers digital et donc programmatique. Daniel, on va te donner le mot de la fin. C'est quoi donc, de ton point de vue, les formats programmatiques les plus adaptés pour diffuser du contenu? Moi, le format sur lequel je voudrais insister, c'est la page produit. D'accord. La page produit, ça va devenir demain sans doute le mode de communication principal avec Amazon en fer de lance, parce que les pages Amazon, aujourd'hui, ce n'est pas juste une petite fiche avec quelques commentaires. Parfois, c'est des tranches napolitaines avec jusqu'à 15 contenus successifs. Et d'ailleurs, on sent bien l'habitude qui se fait que chaque page produit est une succession d'informations bien structurées, avec différents angles d'attaque pour présenter la marque et son produit dans son lien pragmatique. C'est-à-dire, c'est comment on l'utilise, comment il est fait, le comparer avec d'autres produits de la gamme, etc. etc. Donc, je voudrais dire qu'aujourd'hui, les agences, les régies, les annonceurs devraient énormément réfléchir à leur page produit. C'est quelque chose qui n'a pas forcément bonne presse parce que c'est un peu dans le sillon des publics rédactionnels. Ouais. Mais non, il ne faut pas le prendre comme ça. Ce n'est pas du public rédactionnel, ce n'est pas un mélange entre deux émetteurs. C'est la marque qui prend la parole et qui explique comment fonctionnent ces objets, ces produits. Alors en préparant cette émission, j'ai appris un nouveau mot grâce à toi, en tout cas un nouveau terme, du brand content au product content. D'une certaine manière. Oui, le product content, c'est pas passer de l'un à l'autre, parce que pour moi, le brand content, c'est toutes les expressions éditoriales de la marque. Donc, dans les expressions éditoriales, il y a le produit. Simplement, le produit, qui a souvent été plutôt l'apanage du marketing, doit aujourd'hui faire l'objet d'un soin éditorial particulier. Moi, je dirais que les clés de succès du contenu product content, c'est la valeur d'usage. On pourrait presque parler d'UX éditorial. C'est le fait de pouvoir transformer l'information qu'on va apprendre en écoutant, en lisant ce produit, en usage. Et ça, ce n'est plus forcément des enjeux de créativité dont on parle pour la publicité, c'est des enjeux d'utilisabilité. Merci Daniel. Merci madame, merci messieurs de nous avoir éclairé sur le brand content qui fait rêver beaucoup d'annonceurs qui deviennent également des médias, mais qui ont besoin aussi d'un écrin, que ce soit d'un point de vue éditorial ou d'un point de vue, j'allais dire, technologique via un certain nombre de plateformes. Merci de nous avoir éclairés sur ces points et bonne journée à vous. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour du brand content dans l'univers programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le programmatique est un levier permettant de susciter la découverte des contenus de marque, notamment via les teasers qui peuvent être diffusés. 2. En termes de créativité pour du contenu de marque, il faut intégrer la data au cœur du processus, susciter une expérience interactive, jouer la carte de l'originalité. 3. Les offres publicitaires les plus plébiscitées pour diffuser les contenus de marque sont le Discovery Content, le Pré-roll, le fil d'actualité. Merci à Digiteka et Orange Advertising pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, CB News, Redcard et le CPA, sans oublier nos partenaires opérationnels, Smile Wanted et Winmeiser. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.